Interview de Raphaël Labourgade par Elena Garcia. Bonjour Raphaël, Bonjour Elena. comment vas-tu? Bien, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours? Bien sûr, je peux essayer en tout cas. Ça commence vite autour d'un crayon, d'une solitude, de l'impression d'être à ma place, là où il y a une feuille de papier doré que m'apporte ma grand-mère qui travaille dans un cabinet de radiologie, dont je découvrirai plus tard que ce sont ces feuilles de couleur orange qui entourent les radiographies. Et elle m'apporte ça quand je suis très petite, puisque j'ai été recueillie par elle très souvent, enfant, toute petite. Et ces feuilles, qui sont des feuilles d'or pour moi, sont les premières feuilles sur lesquelles je dessine et qui sont des refuges pour moi, qui sont des papiers magiques. Et c'est là que je me sens bien. C'est là que tout... Oui, c'est là que j'ai du bonheur, c'est là que j'ai de la douceur, c'est là que je me fais du bien. Et tout ça va se confirmer très vite. Ça va aussi se confirmer chez une autre grand-mère, mon autre grand-mère qui a une affiche dans son cabinet de toilette qui m'émerveille et qui me fait prendre des crayons de couleur dès l'âge de 5 ans pour la reproduire sans cesse. Et cette autre grand-mère, qui est une femme intelligente, me met très vite dans les mains un livre qui est fait de plein de tableaux semblables à cette affiche et que je reproduis à ma façon d'enfant avec ces mêmes crayons de couleur. Et ce livre, en fait, est un livre de Nicolas de Staël. Et mes premiers pas dans la peinture et dans le dessin, je l'ai fait grâce à ces deux grands-mères. Et l'histoire, en fait, se perpétuera beaucoup plus tard, d'une manière très jolie. Et fera de moi un peintre confirmé. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le dessin et dans la peinture. Donc ça a été vraiment des moments clés pour toi. Oui, sans trop le savoir, mais disons que ça a été des moments de refuge là où il n'y avait que de la violence et qu'un besoin de me mettre à l'abri. Et ta profession artistique, dont tu es artiste peintre, c'est Oui, ça? je suis peintre, oui. Et comment pourrais-tu décrire ton art et qu'est-ce qui te pousse à créer? Alors, ce qui m'a poussée à créer, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je viens de décrire. C'est J'étais à un endroit où je pouvais tout imaginer. J'étais à un endroit où je pouvais écrire des histoires. Il y avait de la magie, il y avait un autre monde. Et puis, dans ce monde-là, personne ne me faisait du mal. Donc, c'était un monde dans lequel j'avais jamais peur, en fait. Et encore aujourd'hui, quand je saute dans ce monde, que j'y ai ce fameux vertige que l'on a quand on saute dans une nouvelle toile, c'est une ivresse qui m'est chère et que je retrouve dans la vie quand je change d'un pays à l'autre pour aller vivre une nouvelle aventure de vie. C'est un endroit où je me sens bien. Curieusement, ça pourrait faire peur à beaucoup de personnes de changer de vie du tout au tout. Et chez moi, c'est un moment au contraire d'équilibre et de sécurité. Et je pense que ça vient de ce moment-là, de ce moment de refuge de l'enfance. Et tes inspirations, donc, tu les puises Dans mon inspiration, je la puise dans ce que je ressens, dans mes émotions. Je pense que ça vient de tout ce que je ressens en permanence. C'est lié à mon vécu. Ça n'est lié qu'à ça. Et est-ce que tu as un atelier, un lieu pour créer? Oui, oui, j'ai un lieu. Un lieu qui m'a été donné par une dame d'un certain âge qui a su à un moment donné que je n'avais plus l'atelier et qui est venue m'offrir 2 chambres de bonne sous les toits de Paris
merveilleuse parce qu'en l'état, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc vraiment avec un vieux plancher qui n'avait pas bougé, des murs pétris encore d'une âme du vieux Paris, un endroit dont on peut rêver quand on aime les vieux murs et l'âme de Paris, quoi. C'est pas grand, mais ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est fait de 2 pièces, donc une petite pièce de 10 mètres carrés où je peux faire mes fusains et mes pastels, et une autre pièce où je peux travailler mon huile sans abîmer les tableaux de la poussière du pastel et de la poussière du charbon. Oui, donc c'est 2 pièces distinctes. Voilà, séparées d'une porte. Ah oui. C'est du luxe. Vraiment du luxe. Ça permet de bien créer. Là, complètement, complètement. Et en plus, à Paris, enfin, c'est vraiment un véritable cadeau. Et est-ce que tu penses que l'art doit être engagé? Pas forcément. Je pense qu'il y a certains artistes qui ont ça dans la peau et qui le font d'une façon étonnante. Mais je pense qu'il y a d'autres artistes qui n'ont pas ça et qui sont là pour autre chose, pour du rêve, ou pas, mais qui sont d'aussi grands artistes. Oui, tout à fait, oui. Et quelle est ta vision de l'art contemporain? C'est pas une question piège. Elle est sans concession. Elle est sans concession. Il y a cependant, j'ai pris un jour une claque parce que j'étais effectivement sans concession à l'égard de ces artistes, puisqu'on les nomme ainsi, ces plasticiens de ces dernières années, de ces dernières dizaines d'années. Il y a certains de ces artistes qui, par certains outils, des outils différents des peintres ou des sculpteurs, des graveurs, des dessinateurs, approchent l'art d'une façon qui va rejoindre aussi ce qui moi, je parle en ma personne, me tient absolument à cœur, c'est-à-dire ce qui peut nous rassembler tous, ce qui peut nous rejoindre et nous réunir tous pour aller vers quelque chose de meilleur en nous, puisque je pense que c'est ce qui est important dans la définition de l'art. J'ai fait l'expérience un jour d'approcher l'art de James Turrell. Ah oui. J'ai été totalement prise au piège. J'avoue que c'est pour moi un immense artiste de la lumière. Et pourtant, il n'obéit en rien à ce que l'on appelle la peinture ou le dessin, etc. Mais c'est extraordinaire. Ou prendre un artiste comme Bill Viola, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est extraordinaire. C'est une leçon. Enfin, il y a une humanité là-dedans. Il y a une sensibilité. Il y a une émotion qui nous traverse à travers ces performances ou à travers ces matériaux de lumière à nouveau visités, auxquels on ne peut pas rester insensible. Et infiniment plus intéressant que certains peintres dits mineurs, certains dessinateurs qui sont pas... Voilà, donc il faut se méfier aussi de cette tendance à penser que les nouveaux matériaux ou les nouvelles approches contemporaines sont forcément à décrier. Ce n'est pas vrai. Il y a des nouveaux outils et il faut être curieux parce que la sensibilité est toujours une chose étonnante. Il y a des êtres qui sont extraordinaires et ces êtres extraordinaires peuvent avoir des outils tout à fait nouveaux et exprimer quelque chose d'extraordinaire. Voilà.
Donc l'art contemporain, c'est plutôt le marché de l'art contemporain que je déteste. Ah Ça, oui, oui. ça Voilà, c'est encore autre chose. voilà, pour être plus exact. Du coup, par rapport à ces deux artistes que tu nous as cités, ton regard a changé aussi. Oui, je ne dirais plus je hais l'art contemporain. Voilà. Je dirais je hais le marché de l'art contemporain qui va faire de cet art un art comme je ne sais plus ce qui est à la mode actuellement, c'est ces objets virtuels créés par l'ordinateur qui sont mis aux enchères. C'est lamentable. Ça ne nous regarde même plus nous, quoi. Mais il y a aujourd'hui, il y a des outils qui permettent aujourd'hui, pour certains artistes qui sont des créateurs de génie, enfin James Turrell, franchement, moi je rêve d'aller voir le musée de ce Suisse là en Argentine. C'est très énervant parce que maintenant prendre l'avion on se sent criminel quoi, et à moins de prendre l'avion je vois pas comment je peux y aller vu qu'il faut déjà 6 jours de voyage pour aller à partir de Buenos Aires, mais bon pourquoi pas prendre le bateau quand même. Mais ce musée doit être à mourir de bonheur quoi. Cet artiste est génial pour moi, il est génial quoi. Et Bill Viola, l'exposition du Grand Palais était extraordinaire. Donc, la peinture aujourd'hui, ouais, parfois je me demande si est-ce que ça a encore un sens, quoi. Enfin, il faut être vraiment. Pourtant, ça a encore un sens, non? Ce qui a un sens, c'est d'arriver à toucher le cœur des gens. Ça a un sens. Rejoindre cette universalité, quoi. Faire pleurer quelqu'un devant une toile. Si on arrive encore à ça, alors on a encore un sens. Mais l'image va vite. Après, l'image d'aujourd'hui, elle est tellement pixelisée, tout ça, que qui est-ce qui parle? C'est l'humain ou c'est la machine? Donc, c'est là où je suis un peu gênée, quoi. Quand on voit ce qu'est devenu la musique aujourd'hui, les grands musiciens, ils enragent. Donc, moi, je sais pas, j'ai eu un choc à Venise, par exemple, à la Biennale, la première fois que je suis rentrée dans cette petite église désacralisée et qui avait, dans la nef, il y avait ces 3 rideaux d'eau et dans lesquels rentraient les personnages de Bill Viola. Quelle est ton opinion sur la situation des femmes artistes? Qu'elle est peut-être en train d'évoluer enfin. Enfin, parce que c'était désespérant. Pas sur le plan musical, par exemple, hein, parce que, mon Dieu, sur le plan pianistique, par exemple, il y a des femmes de talent extraordinaires qui sont reconnues, hein, Martha Argerich, les Sorlabeck, il y en a tellement, enfin, je veux dire, jusqu'à Clara Schumann, enfin, des femmes comme ça. Mais sur le plan pictural, puisque c'est mon domaine, c'est dramatique, quoi, absolument dramatique. Et j'espère que l'avenir donnera raison et que enfin les femmes peintres reconnues et sculpteurs et plasticiennes et autres, il y en a quand même quelques-unes, mais qu'elles seront beaucoup plus nombreuses, quoi. Enfin, il était temps, oui. Il était drôlement temps. Et par rapport à la crise du Covid, comment l'as-tu vécu et comment le vis-tu encore actuellement? Comment je l'ai vécu? Moi, je l'ai vécu douloureusement, très douloureusement. D'abord parce que j'ai été très très malade. Pour le premier confinement? Alors, le premier, je l'ai vécu très joyeusement parce que j'ai la chance d'être dans un endroit exceptionnel avec la possibilité d'un extérieur, donc ce qui est absolument un privilège invraisemblable à Paris. Et j'écrivais à ce moment-là un roman. Ah oui. Oui. En fait, un roman que j'avais commencé un an auparavant et qui était prémonitoire. Donc, j'avais repris ce roman pour le terminer. Et ces 2 mois
de pause, hein, vraiment d'arrêt, habitant à Montmartre, tout en haut de Montmartre, était absolument magique dans ce cadre-là. J'ai fait partie des personnes totalement privilégiées, à boire le silence en ayant des oiseaux qui étaient les seuls. Le chant des oiseaux était le seul bruit, si on peut appeler ça un bruit, était la seule musique qui m'accompagnait tous les jours. En plus, comme tu écrivais, ça te permettait d'avoir une ambiance, une atmosphère vraiment différente. Extraordinaire. Absolument extraordinaire. Et en plus, on sait que Paris était sous le soleil pendant le temps du Covid. Et non, c'était un moment incroyable. Et c'est vrai que, bon, moi, je fais partie de ces personnes qui ont été totalement privilégiées à ce moment-là. La deuxième vague de Covid me l'a rappelé parce que là, elle ne m'a pas épargnée, elle m'a ramassée et elle m'a hospitalisée aussi et m'a offert en plus un Covid long. Oui. Et là, ça a été une autre affaire. Oui. Dont je suis sortie maintenant. Oui, là, c'est plus compliqué. C'était autre chose. Ah. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as un engagement dans une association, un collectif ou autre? Non. Alors, moi, je suis quelqu'un de trop sauvage, moi, pour faire partie d'une association. Mais je suis pas engagée. Je n'aime pas parler de moi comme ça. J'essaye de lever les yeux le plus souvent possible sur toute personne invisible, trop invisible aux yeux des autres. Mm-hmm. Si je suis rentrée à Paris, c'est justement parce que, habitant à Venise, oui. Et rentrant de Paris de temps en temps, où j'allais voir mon fils, je m'étais mise à dessiner la pauvreté, cette misère des rues que j'avais remarquée et qui n'était pas là, pas à cette échelle-là quand j'avais quitté Paris, 25 ans auparavant. Et tu avais vu la différence. Et j'avais été heurtée, j'avais été choquée. Et sans le vouloir du tout, hein, j'avais été tellement heurtée, choquée que je m'étais mise à dessiner cette misère et malgré moi, en croquis, beaucoup de croquis, jusqu'au jour où j'ai fait ce premier très grand dessin. Involontairement, c'est toujours la même histoire, hein. On tire un papier du haut du plafond jusqu'au sol et on sort un immense dessin sur cette détresse. Et là, on se pose des questions. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, je peux pas dessiner cette détresse et vivre à Venise, hors du temps, hors du monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, je suis rentrée à Paris et en me disant qu'il y avait forcément quelque chose qui m'attendait de l'ordre du combat. Mais ce combat, il n'est pas dans une association pour moi. Ce combat, il est dans mes mains. Il est dans mes mains, avec mes crayons, avec mes pinceaux. Et si ça doit prendre sa place, ça prendra sa place. Mais c'est pas... Alors, il y a eu des opportunités d'association. Oui, j'ai travaillé en partenariat avec le Carillon, qui est venu me chercher. C'est là où j'ai fait cette fameuse affiche qui a été d'ailleurs placardée dans le métro à Paris, qui a été placardée au Palais Royal. Elle a joué son rôle. Et puis après, j'avais un cri qui pendant 6 mois a mangé le ventre, mais j'en pleurais, quoi. Je disais aux gens, mais trouvez-moi un espace. Ça suffit pas mes dessins, 17 dessins j'avais fait, de 3 mètres par 2, ça suffisait pas. Et puis je suppliais les gens de me trouver un espace, quoi. Il fallait que ça soit immense, j'avais besoin d'un Guernica, quoi. Et puis ce rapport, les femmes artistes, combien ça fait Picasso? Mais je vais faire plus grand que lui. Il y en a marre de toujours ces hommes qui font combien il a fait. Non, on va faire plus grand que Picasso. Et je voulais un mur et je m'étais résolue finalement à prendre un parking, quoi.
Et puis jusqu'à ce que Eric Fotorino, dont la femme avait remarqué mes dessins, justement, exposés là dans les vitrines d'audience, a été demandé à Delphine Burkley, la mère du 9e, de lui trouver un lieu, ce qu'elle a fait. Là, ces fameuses 5 semaines là, pour peindre. Et il y avait ce mur de 6,20 m par 2,70 m, et c'est ce que je te disais, il aurait fait 10 mètres, j'aurais pris 10 mètres, quoi. Tellement j'avais ce cri. Et là, tu vois, nos ombres, elles dorment à Pantin, mais qu'importe, elles sont là. Et puis je le regardais parce que j'ai réactualisé mon site, il est beaucoup plus simple, il est beaucoup plus mordant, si je puis dire. Et je regardais, et la dernière fois que je l'exposais, j'ai été chercher une échelle et je continuais de le travailler. Et je me disais, il faut encore que je le retravaille, il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. J'ai pas d'endroit, mais je vais avoir un endroit. Mais tu vois, je veux dire, il est en devenir encore, quoi. Et c'est pas fini cette histoire, c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, c'est le chemin. C'est mon chemin, c'est mon chemin. C'est mon chemin. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Paris, parce que chronologiquement, tu vois, chaque pays a un nom dans mes étapes de vie et de peinture, ça va ensemble. Et Paris, ça s'intitule l'engagement. Ça fait quand même 9 ans et demi que ça dure, ce pourquoi je suis rentrée. Donc, pour répondre à ta question, il ne peut pas y avoir d'association. Ça se greffe, tu vois. Je cherche tous les moyens d'eux. Mais moi, mon engagement, il est personnel, il est tout le temps. Et enfin, pour finir cet entretien, quel verbe ou adjectif pourrait te définir? Vivante. Vivante? Le plus vivante possible. J'ai choisi la vie. Voilà. Si je devais dire quelque chose plus qu'un adjectif, je dirais de moi, j'ai choisi la vie. Après, le reste, je ne sais pas, il faudrait que tu demandes à quelqu'un. Je ne sais pas pour moi. Ah, c'est déjà très beau, je trouve. Voilà. C'est vraiment de choisir ça. La vie. Ben, je te remercie, Raphaël. C'est moi, Elena. Pas moi.